aucun pays qui a été construit par la prière ou construit par le FMI. Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Albert Einstein disait, réussite c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Kadjumbo TV, c'est du travail. On passe plus de temps à prier, ce n'est pas mauvais de prier. Hein. Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas réussir sans transpirer. C'est pas possible. On ne peut pas réussir avec l'inspiration, avec la prière. C'est pas possible. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a longtemps, je vous parlais d'un professeur d'université, un médecin, comme vous voulez qu'on appelle docteur. Il est tout ça, aujourd'hui, c'est fait. Il est devant moi, il s'appelle Tchalala Moukeba. Il pourra ajouter un nom d'emprunt s'il le désire, mais moi je reste dans les terroirs traditionnels pour le présenter. Nous allons parler avec lui Covid, la société congolaise avec sa politique, et aussi principalement le Kasaï, d'où il tire ses origines. Mais écoutez, ne partez pas vite, parce que vous ne savez pas de quoi nous allons parler. Moi j'essaie la plupart des temps, quand il y a déjà une vidéo, d'autres gens, le fait de voir le visage de tel, pour lui, c'est mauvais. Et ça, ce sont des tics qu'il ne faut pas encourager. Professeur, bonjour. Bonjour, Papa Kadjumbo. Vous avez un nom d'intimité, hein, où on vous dit, on vous appelle Didier. Qui avait donné tout ça? C'est toi-même tu as appris, parce que les gens, dans leur jeunesse, ils aiment se faire un peu du Tarzan, des Zorro, hein, des Hakim, des Bombards. Ce sont des films que nous on voyait là, on était tout jeunes. Bon, enfin, il faut dire que ce n'est pas un nom, ce n'est qu'un prénom. Donc, j'ai aimé, quand vous m'avez présenté, vous n'avez pas cité le prénom. Voilà, ce n'est qu'un prénom. Et un prénom occidental qui n'est pas un prénom de notre culture, de notre terroir. Mon nom, c'est Moukeba Tchalala. Et le prénom, c'est Didier. Ce n'est qu'un prénom. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous aimez trop les prénoms, vous les Africains? Parce que personnellement, moi, les prénoms, ça n'a jamais été ça. Hein? Je n'en ai pas, mais on vit. Et puis ça passe. Je suis totalement d'accord avec toi de dire pourquoi est-ce que nous, les Africains, on aime trop les prénoms. Enfin, je ne pense pas que c'est un problème d'aimer ou de ne pas aimer. Et on a grandi un peu dans cette culture, entre guillemets, occidentalisée, ou pour faire un peu, voilà, pour faire un peu occidental, comme pour faire tout le monde, on prend un prénom. Au fond, je ne pense pas que ce soit un mauvais prénom, mais peut-être qu'on doit avoir les capacités d'avoir
des prénoms d'origine africaine. Voilà. Je crois que c'est, on doit plutôt probablement essayer de tendre vers là, avoir des prénoms d'origine africaine. Parce qu'un nom, un prénom, c'est quelque chose qui vous lie, qui vous suit. Et ça doit avoir une signification. Vous devez bien connaître la signification parce que vous devez porter cela. Et alors, vous ne pouvez pas porter quelque chose dont vous ignorez totalement la signification profonde, la signification mystique, entre guillemets. Et c'est ainsi que, voilà, on a quelqu'un qui a un prénom qui mystiquement ou profondément signifie ceci, mais c'est le contraire de ce que lui, il est censé faire dans sa vie, c'est le contraire de ce que lui, il est en train de faire dans sa vie. Et quand le spirituel, le mystique ne se marie pas avec le physique, ça peut générer un conflit, ça peut être source de problèmes. L'exemple que je donne toujours, vous savez, là où nous sommes, par exemple, hein, quand je donne cours à mes étudiants, là où nous sommes, il y a le Wi-Fi. Mais on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et pour le savoir, il faut avoir un téléphone adapté. Si vous avez un téléphone qui n'est pas Android, vous n'allez pas capter le Wi-Fi sur votre téléphone. Mais c'est même parce que vous ne le captez pas qu'il n'est pas là. Et le même endroit où vous êtes, quelqu'un amène un téléphone Android, il peut capter le Wi-Fi. Donc, et ça veut dire que le Wi-Fi est là, mais il faut qu'il y ait un bon téléphone pour que vous le captiez. Cela signifie quoi, pour cette parenthèse-là, pour dire la connexion avec le monde invisible, la connexion, elle est toujours là. Mais il faut maintenant que ce soit sur un terrain réceptif, un terrain préparé, pour que vous vous rendiez compte qu'il y a un autre monde autour de vous, et d'ailleurs c'est le monde essentiel, hein, comme Einstein l'a dit, l'essentiel est invisible. L'essentiel est invisible. Tout ce que nous voyons ne représente rien. Donc il faut qu'il y ait, alors pour que vous entrez en contact avec l'essentiel qui est invisible, il faut que le terrain soit réceptif. Donc quand vous portez un prénom, quand vous portez un nom, il est important de connaître qu'est-ce qu'il signifie. Vous savez, nos ancêtres, ils ne donnaient pas des noms au hasard. Donc il faut connaître ce que ça signifie, et pour que vous puissiez travailler dans la logique, dans l'accomplissement de votre nom, de votre prénom. Voilà cette longue parenthèse. Mais ce n'est pas une parenthèse parce que ça nous lance déjà sur un chapitre. L'Église du Réveil est venue et l'Église du Réveil a renforcé la chose en disant Moukeba, c'est un autre des liens qui vous empêche d'être ce que vous êtes, et directement on vous dit de choisir un nom dans la Bible. Ou carrément chercher un nom de la France, de la Belgique. Et c'est ce qui se passe dans l'église de Réveil aujourd'hui. Vous verrez quelqu'un, Moukeba Tchalala, bon, on lui a dit, ça n'avance pas parce que vous appelez Tchalala, et le lendemain, vous l'entendez, il s'appelle Moukeba Melchior. Comment vous analysez cette chose? Je crois que c'est un des grands problèmes que nous, Africains, nous avons, sincèrement. C'est un des grands problèmes parce que on ne peut pas, physiquement, mentalement, spirituellement, se développer dans la culture des autres, dans les habitudes des autres. Développement ne signifie pas faire comme l'autre. Développement signifie... D'abord, enfin, le développement, c'est pas un matériel, le développement. Le développement, il est mental. Le développement, il est d'abord mental. Le matériel n'est qu'une conséquence de ce que votre mental est. Et si vous voulez déconnecter quelqu'un avec sa spiritualité, son environnement immédiat, il n'y a pas pire façon de domination, de colonisation entre guillemets que ça. Et je crois que ceux qui s'adonnent à faire ça, ou ceux qui acceptent ça, sont en train de jouer, pour moi, humblement, je pense qu'ils sont en train de jouer ce jeu-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on copie des choses bien
dans les autres cultures. Et il y en a beaucoup de choses bien dans les autres cultures. Mais il faudra aussi qu'on se rappelle, et surtout qu'on se rappelle, que nous avons aussi notre culture. Et dans notre culture, il y a beaucoup de choses bien. Vous savez, je vais taire le nom parce que la personne risque de se reconnaître. Quand je suis arrivé en Belgique il y a quelques années, il y a plus de 15 ans, j'avais un ami qui avait un chien. Et cet ami-là, il sortait son chien 2 heures par jour. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais cet ami avait son papa et il voyait 1 heure par semaine son papa. 1 heure par semaine. Donc son papa avait droit à 1 heure par semaine de visite, mais son chien avait droit à 2 heures par jour. Moi, comme Africain, j'étais un peu mal à l'aise avec... enfin, je ne peux pas comprendre qu'on donne 1 heure à un humain par semaine et 2 heures par jour à un animal. Fois 7 jours. Fois 7 jours. Alors, une fois j'ai parlé avec lui, il dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Tu donnes 1 heure par semaine à ton papa et 2 heures par jour à ton chien. Et en plus, tu es enfant unique. Donc ton papa n'a que toi comme enfant. Donc si tu n'es pas là, il est un peu déconnecté. Alors, vous savez, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, on ne m'a jamais fait cette réflexion-là, mais je prends bonne note. Et dans les semaines qui ont suivi, il s'est débarrassé de son chien et il voyait maintenant son papa 1 heure par jour. Donc, et ça, c'est une des valeurs de notre culture africaine. Et qu'il faille, partout où vous vous trouviez, être capable d'abord de l'intégrer et de la défendre et de la valoriser et de la vendre. Alors, aux autres. Alors nous, généralement, dès qu'on entend contact avec une autre culture, nous avons comme l'impression que... De tout perdre. Exactement. Chez nous, exactement. Chez nous, il n'y a aucune valeur. C'est l'autre. Exactement. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a que la culture de l'autre. Et surtout si cet autre-là a une peau blanche, nous avons comme l'impression que tout ce qu'il fait est bien. Et tout ce qui vient de nous est mauvais. Alors, on se débarrasse complètement de nos valeurs à nous pour embrasser les valeurs des autres. Et généralement, on les embrasse mal, on les intègre mal, parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Et on est là en train, probablement, de singer sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Je vais vous donner un deuxième exemple. Vous savez, je donne toujours à mes étudiants. Regardez un Africain, quand il vient de finir ses études, il a un salaire de 250 $ le mois, il a une seule télévision dans la maison. Et le jour, comme bientôt il y a l'informateur, donc demain ça sera formateur, et puis il y aura des ministres, un jour il devient ministre, le jour qu'il devient ministre, dans les 3 mois qui suivent, quand vous allez chez lui, ce n'est plus une seule télévision, ça devient peut-être 4 télévisions. Une télévision au salon, une télévision à la cuisine, une télévision au véranda, et dans chaque chambre d'enfant, une télévision. Pourquoi? Il dit, écoute, je veux faire comme l'autre. Je veux faire comme l'autre race. Je veux faire comme les Blancs, pour dire. Mais vous savez, en 15 ans de vie, je n'ai pas vu un seul Blanc sérieux. Parce que les moins sérieux, il y en a comme partout, hein, comme chez nous. Je n'ai pas vu un seul Blanc sérieux qui a plus d'une télévision dans sa maison. Je n'ai pas vu un seul Blanc sérieux qui a une télévision dans chaque chambre de chaque enfant. Alors, quand vous mettez une télévision dans la chambre de votre enfant, cet enfant, il va grandir avec quelle éducation? L'éducation de la télévision. Donc, on pense copier, mais on copie mal. Parce que les Blancs qui font ça, qui ont 2-3 télévisions, ils ne sont pas différents de ce que nous on appelle nos Kuluna ici chez nous. Des gens qui n'ont aucun bagage, qui n'ont aucun niveau. Alors c'est eux que nous sommes en train de copier. Alors qu'on devrait copier d'autres Blancs. Pour moi, c'est une façon de déconnecter les gens avec leurs bases, leurs valeurs, leurs ancêtres. Et quand vous êtes déconnecté de ça, vous devenez mobilisable, vous devenez influençable, parce que vous n'avez rien de solide sur lequel vous mettez vos pieds. Alors on peut vous orienter dans tous les sens. Vous épousez la forme du récipient dans lequel on vous met. Mais quand vous avez une base,
vous pouvez imposer la forme d'un récipient qui convient à votre forme. Mais quand vous n'avez pas de base, on vous met, vous épousez la forme. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir des prénoms, je répète encore, mais il est peut-être possible d'avoir des prénoms à nous, des prénoms Alors, avec une parce que nous signification. allons traverser de l'autre côté, il prie Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Mais si, par exemple, professeur, tel que vous êtes là, vous dites, j'ai pris les dieux de mes ancêtres, les dieux de mon père, les dieux de moi-même, professeur et docteur Moukeba Tchalala, on vous dit, vous êtes occultiste. Parce que les ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Vous réagissez comment? Pour moi, c'est encore une grosse bêtise. Hein. Excusez-moi pour le terme grosse bêtise. Le terme bêtise. Vous savez, tout se passe comme si Dieu a commencé à exister en Afrique lorsque Diego Cao a trouvé, c'est exprès que je dis trouvé et pas découvert, parce qu'il n'a pas découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. L'embouchure était toujours là. L'embouchure était toujours là. Et les gens connaissaient qu'il y a une embouchure là-bas. Ouais. Donc, c'est comme quelqu'un qui arrive ici chez vous, il dit, j'ai découvert les gens dans votre maison. Non, vous avez trouvé les gens dans la maison. Oh, oui. Donc, alors, tout se passe comme si, avant 1882, Dieu n'était pas en Afrique, Dieu ne connaissait pas l'Afrique, et que les Africains, quand ils priaient, ces prières allaient quelque part que au ciel. Et qu'il a fallu attendre 1882 quand on nous apporte un livre qu'on appelle la Bible, qui est un des livres saints, ce n'est pas l'unique livre saint. Quand on nous apporte un de ce livre-là, qui est la Bible, on a comme l'impression que c'est en ce moment-là que nous, on a découvert Dieu. C'est qu'il y a un gros mensonge. Hein, c'est qu'il y a un gros mensonge. Hein, en tout cas, les ancêtres des autres, je ne sais pas, mais en tout cas, mes ancêtres à moi, avant 1882, ils priaient Dieu, Dieu les écoutait, ils étaient en contact avec Dieu. Donc, ce qu'on a fait à partir de 1882, pour moi, ça a été juste une façon de nous déconnecter, pour nous rendre, de nous déconnecter avec notre base, pour nous rendre manipulables. Et pour aller très loin, octobre 2005, octobre-novembre 2005, j'ai visité pour la première fois le musée de Tervuren en Belgique. Vous savez, pour la petite histoire, ce musée-là est rempli près de 80% des œuvres d'art. C'est le plus grand musée d'Afrique centrale. Des gens quittent le monde entier pour venir visiter ce musée-là. Ça rapporte, les informations que j'ai eues à l'époque, aux alentours de 10 millions, j'hésite entre 7 et 10 millions d'euros par an. Parce que les gens payent leur ticket pour visiter. Ça coûte 7 euros ou 10 euros à l'époque. 7 à 10 millions d'euros que les gens viennent payer leur ticket pour visiter ce musée. Rempli, le plus grand musée d'Afrique centrale, près de 80% d'œuvres d'art viennent de notre pays, le Congo. Le centre du Congo, particulièrement aussi. Alors, ces œuvres ne se sont pas retrouvées là-bas parce que nous, on les a vendues. Non. Se sont retrouvées là-bas parce qu'un jour, on nous a prêché. Exactement, ceux qui nous ont apporté, lorsqu'ils ont trouvé et pas découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1882, ils nous ont dit, donnez-nous vos choses là parce que ce sont des fétiches et à la place, nous, on vous apporte Dieu. Ils nous ont donné une Bible, ils nous ont donné un chapelet. Et ils ont récupéré toutes nos œuvres d'art, soi-disant pour les brûler. Ils ne les ont pas brûlées, ils les ont mis chez eux. Aujourd'hui, Dieu merci, au moins ils les ont conservés. Donc peut-être qu'un jour viendra où il faudra peut-être qu'on essaie de discuter, voir comment est-ce qu'on peut les retourner. Parce que bon, c'est quand même des œuvres d'art, c'est une œuvre d'esprit. Les gens ont passé des heures et des heures pour les concevoir. Ce sont des œuvres d'art qu'il faudra un Nous jour... pouvons dire, professeur, que ce sont les esprits de nos ancêtres, mais emprisonnés là-bas. Exactement, exactement. Donc, on a pris une partie de nous-mêmes, une partie de notre âme, On a emprisonné. qu'on a emprisonné Comme un quelque animal part. au zoo. Exactement. Qu'on a amené quelque part. Et nous sommes restés sans une partie de notre âme, je dirais même sans totalement notre âme. Et à la place, on nous a présenté quelqu'un d'autre. Dieu, il reste Dieu. Il s'appelle Dieu de Jacob. Moi, mon grand-père s'appelle Ntomboji, je veux dire Dieu de Ntomboji, Dieu de Nandou. C'est la même chose que celui qui dit Dieu de Jacob. Ouais. Ce n'est pas parce que... Mais ici, on est allergique. Quand vous dites de Dieu de Ntomboji, le monde prend de la distance autour de vous. Je crois que c'est un monde qui
je ne pense pas que ce soit la faute de ce monde-là. On a grandi dans ça, hein, comme je disais. On a grandi dans ça. On nous a fait croire que ce qui est bien, c'est seulement ce qui vient de l'étranger. Voilà, ce qui est bien, c'est ce qui vient de l'étranger. Et comme on a grandi dans ça, et quand tu vas dire Dieu de Ngandou, Dieu de Ntomboji, Dieu de Kadiombo, Dieu de Tchalala, voilà, tu es tout de suite catalogué. Mais quand on va dire Dieu de Jacob, Jacob c'est qui? C'est l'ancêtre de ce monsieur-là. Mais on aime bien là, les Noirs trémoussent de joie. Et il dit non, c'est un frère. Il connaît Dieu. Bon, c'est un domaine qu'on appelle ici chez nous sensible, même s'il ne l'est pas. Vous êtes professeur des universités. Vous avez connu un séjour au Kassa oriental. Vous avez été enseigné à la faculté de médecine. Ouais. J'ai été enseigné à la faculté de médecine de l'université de Mbujiman, qui est l'université dans laquelle moi j'ai fait la médecine générale. C'est l'université où j'ai fait la médecine générale. Et j'ai commencé la première partie de ma spécialisation pour aller la continuer et la finir en Belgique et faire ce qu'on appelle le PhD, donc le doctorat en Belgique. Et je suis parti de ce Kasaï-là en 2005, mais je me suis toujours donné comme discipline de revenir 30 jours par an dans cette université-là à mes frais. Ça veut dire je paye mon billet, aller-retour, Bruxelles-Kinshasa à Bruxelles, et Kinshasa-Mbujimai-Kinshasa, et je donne cours sans honoraire. Le but étant que il faut que je sois reconnaissant par rapport à l'endroit qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à cette université-là que aujourd'hui, quand j'ai fait ma petite médecine, les gens sont contents. Mais on me l'a appris quelque part, cette médecine-là. Et je dois être reconnaissant de l'endroit qui m'a permis de faire ça, première chose. Deuxième chose, si moi je ne fais pas ça, je ne vois pas qui d'autre viendra le faire à ma place. C'est pas l'étranger, c'est pas le blanc qui viendra le faire à ma place. Il faut que moi-même je fasse quelque chose pour chez moi, pour là où je suis parti. Donc c'est dans cette optique-là que je donne 30 jours par an, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, 30 jours par an, pour donner le maximum de moi-même, le meilleur de moi-même, avec l'objectif derrière que ces étudiants-là, eux, ils doivent être meilleurs que moi. Pour que demain, quand je ne serai plus là, que je laisse des gens qui sont meilleurs que ce que moi j'étais. Ainsi, chaque année, si on se fixe tout ça comme objectif, ou chaque génération, que moi je suis ici, il faut que je forme des gens qui soient au-dessus de moi, et eux aussi au-dessus d'eux, ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'on progresse, c'est ainsi qu'on évolue. Donc c'est dans cette optique-là que chaque année, je rentre dans cette université-là, qui, depuis que j'ai eu mon PhD, j'ai d'autres responsabilités dans cette université-là. Je suis le vice-doyen en charge de la recherche, de la spécialisation et des cliniques universitaires. Donc voilà. Donc, vous êtes virologue? Je suis infectiologue. Infectiologue. Je fais les maladies infectieuses et la médecine interne générale, donc je suis infectiologue. C'est une spécialité. C'est une spécialité. Donc tout ce qui est maladies infectieuses, maladies parasitaires et les maladies émergentes, comme le Covid, tant d'autres, le chikungunya et tant d'autres, la dengue, qui sont des maladies émergentes. Donc c'est une spécialité importante pour nos milieux. Parce qu'il y a énormément de maladies infectieuses. C'est dû au climat ou bien dû à l'environnement seulement, mal entretenu par l'Africain? Les deux. C'est vrai que le climat favorise la prolifération de plusieurs agents pathogènes. Le fait qu'on vit sous le tropique, un milieu tropical, c'est un milieu propice pour plusieurs pathogènes qui ne peuvent pas nécessairement vivre dans un milieu tempéré tel que l'Occident. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, bien sûr, il y a aussi l'environnement. Il y a aussi l'environnement. Si l'environnement n'est pas assaini, l'assainissement du milieu de vie, si le milieu dans lequel on vit n'est pas assaini et que le climat favorise la prolifération de ces agents pathogènes, l'un mis dans l'autre, c'est ça qui nous expose à avoir beaucoup de maladies infectieuses dans notre milieu. Il y a un débat sur la place publique internationale en ce qui concerne le Covid. Nous avons des images, même de médecins, qui ne sont pas d'accord avec la médiatisation du Covid-19, l'ampleur qu'on a donnée au Covid.
ils essaient d'expliquer que ça existe, il y a de belles lurettes, et que actuellement ce serait une pandémie montée au laboratoire, lancée dans la vie des gens. Il y a même le professeur Raoul, j'ai suivi des débats, j'ai suivi un autre professeur comme vous en médecine, qu'on a dû arrêter parce que lui, il a proposé l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, tout ça, qu'il fallait ça traiter. On a dit, ça ne peut pas traiter, il faut le vaccin. Alors, vous maintenant, c'est comme nous en droit, il y a un débat sur la place publique pour ou contre la rétention de la peine de mort ou l'abolition. Nous aussi on discute. Alors, vous de votre côté, pour l'hydroxy ou bien pour le vaccin, qu'est-ce que vous dites? Mais moi je vous oppose que ici chez nous, nous n'avons pas les deux yeux pour pleurer. Nous utilisons les moyens d'abord. Les citronnelles, nous utilisons les citrons aussi. Nous utilisons la vapeur, comme vous voyez, les gambas qui chez le reste, et nous avons des résultats. Vous, en tant que professeur, médecin de carrière et spécialiste. Une très excellente question. Je vais essayer de parler de manière le plus simple. Je sais que ton émission est suivie par, pas seulement les spécialistes, mais suivie par un grand public. Je vais essayer d'utiliser les termes les plus simples possibles pour faire bien comprendre ça. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que le Covid-19, le ou la, moi j'aime bien le Covid, c'est pas pourquoi c'est que j'appelle la Covid, mais bon, moi j'appelle le Covid-19, c'est un virus qui existe. C'est pas une invention. Je crois que les gens doivent faire très attention avec ce qui circule dans les réseaux sociaux. C'est pas parce que ça vient de l'Occident qu'il faut prendre ça au sérieux. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les négationnistes. Même en Occident, vous savez, quand vous arrivez en France aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre les vaccins. Et de plus en plus, il y en a de plus en plus. J'ai même des manifestations et quelques éléments là où on a injecté le vaccin, ça a fait des effets dévastateurs. Et puis voilà. Là, je ne parle même pas du vaccin de Covid, je parle des vaccins qu'on appelle la PEV de routine. Le programme élargi, ce qu'on appelle chez nous le PEV, donc PEV, programme élargi de vaccination. Vous savez, dans l'enfance, il y a des maladies qu'on peut faire, et pour éviter de faire ces maladies-là, on vous donne toute une série de vaccins pour que vous ne fassiez pas ces maladies-là. De plus en plus, ça devient en France une certaine culture de ne pas trop donner ces genres de vaccins à ses enfants. Il y a de plus en plus de gens qui se lèvent pour dire non. Et c'est dans ces groupes de personnes que vous trouvez, par exemple, de temps en temps, il y a des petites épidémies de rougeole en France, dans ces groupes de populations-là. Bien qu'en France, il y a des petites épidémies de rougeole. Alors, tout ça, c'est pour dire quoi? Le Covid, ce n'est pas une invention. Mes amis, le Covid n'a pas commencé en 2019. Il a commencé depuis 2002, donc ça commence depuis très longtemps. Mais celui-ci, on l'appelle Covid-19 juste parce que... ça a apparu en 2019. Ça a apparu en décembre 2019 en Chine. Ça, c'est un. Donc, je ne pense pas que ce soit une invention et je suis persuadé que ce n'est pas une invention. C'est un virus. C'est une maladie des animaux qui est passée chez l'homme. Et généralement, chaque fois qu'il y a ce genre de passage de l'animal à l'homme, le virus devient un peu, ou l'agent pathogène devient, pour aller de manière globale, devient un peu plus virulent. Ça veut dire il devient plus dangereux dans son nouvel hôte, qui est l'homme, par rapport à son hôte initial, qui est l'animal. Donc ça, c'est pour parler du Covid. Alors, je comprends les gens qui disent, écoute, à la télévision, on voit qu'il y a 600 morts par jour, 800 morts par jour en Italie, en France, et ici chez nous, il n'y a pas de morts. Donc ce Covid-là n'existe pas. Il faut faire très 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 attention par rapport à ça. Je reste persuadé que les gens qui sont porteurs du coronavirus ici au Congo, il est largement au-delà de ce que nous connaissons. Mais malheureusement, on n'a pas la capacité de dépistage que l'Occident a. Je vous donne un exemple. En France, on fait combien 50 000, 100 000 tests par jour. Et contre, c'est pas peut-être 1000 tests par jour dans un pays aussi énorme comme le Congo. Mais vous savez, professeur, c'est pour vous permettre d'avancer, le test coûte 45 $. Et le Congolais moyen vit avec 2 $ par jour. Je ne me vois pas prendre 45 $ pour aller passer un test. Ouais, je comprends. En principe, le dépistage, parce qu'on veut connaître son statut, devrait être gratuit. Devait être gratuit. Et on devait garder le test payant
peut-être pour ceux qui voyagent, mais le dépistage, parce que je veux savoir si je suis porteur du virus, oui ou non, devrait en principe être gratuit. Hein. Et plus on dépiste les gens, plus on va se rendre compte de l'ampleur, et cela permet de prendre des mesures. Donc, pour revenir à ce que je disais, je reste convaincu, si on a la même capacité de dépistage que l'Occident a, on amène ça ici chez nous, au Congo, en Afrique de manière globale, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont le coronavirus, mais qui ne le savent même pas. Mais le problème, c'est que les gens oublient, c'est que quand on dit en Occident, les gens meurent, mais c'est qui sont en train de mourir? C'est les papis et les mamies, ça veut dire les gens de 3e âge qui sont en train de mourir, et les gens qui sont porteurs d'autres maladies, notamment des maladies cardiovasculaires, hypertendus, diabétiques, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Ces gens qui sont porteurs d'autres maladies, quand ils attrapent le coronavirus, les gens qui sont de 3e âge, exactement, ils deviennent très fragiles. Or, prenez l'Occident. L'Occident signifie quoi? Vous savez, vous pouvez marcher sur une route pendant 1 kilomètre, vous ne trouvez personne de moins de 20 ans, sur 1 kilomètre. Des vieillards. La population, elle est vieillissante. Comparativement à chez nous en Afrique, où 60%, 70% des gens ont moins de 40 ans, moins de 30 ans. Ouais. Ce sont des jeunes. Donc, ces gens-là, en Occident comme en Afrique, en présence du coronavirus, ils répondent de la même manière. Donc, la majorité des cas, 80% des personnes, quand ils ont le coronavirus, ne feront aucun symptôme. Ils vont avoir une guérison spontanée. 80%. Donc, tu l'as aujourd'hui, tu ne sais même pas que tu l'as. 10 jours après, tu es totalement guéri, tu ne sais pas que tu l'avais, mais pendant les 10 jours, tu as contaminé d'autres personnes, sans le savoir, sans le vouloir. Ça, c'est ça le coronavirus. C'est seulement 15% des gens qui vont devenir symptomatiques. Et dans les 15%, seulement 5% seront dans un état grave. Notamment ces papis et ces mamies, donc ces gens de 3e âge. Et c'est ceux-là qui sont en train de mourir aujourd'hui en masse en Occident. Ces gens-là de 3e âge, et les gens qui ont des maladies sous-jacentes. Vous savez, en Occident, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, probablement dues à leur alimentation, à leur mode de vie. Il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, donc sur ce terrain-là, c'est très fragile. Versus chez nous, où on a 70% de gens qui sont jeunes. Donc, ils attrapent la maladie, ils ne savent pas qu'ils ont la maladie, ils guérissent, mais avant la guérison, ils ont contaminé autour d'eux sans le savoir, sans le vouloir. Ça, c'est la première raison qui explique la différence entre chez nous et l'Occident. Deuxième raison, je crois qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses qui nous... Et c'est là que nous, Africains, qu'on doit arrêter un peu de tout le temps copier, singer ce qui se passe ailleurs. On doit... C'est vrai que nous avons constaté que l'hécatombe annoncée en Afrique n'est pas arrivée. Ça, c'est certain. L'hécatombe n'est pas arrivée. Alors, on doit maintenant se mettre à réfléchir. Politique, scientifique, réfléchir. Pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé? Qu'est-ce qui est différent chez nous qui fait que l'hécatombe annoncée n'est pas arrivée? Je suis convaincu, je n'ai pas la réponse maintenant, tout de suite, mais je reste convaincu qu'il y a des choses qui nous protègent. Première chose, probablement dans notre alimentation, il doit y avoir des choses qui nous protègent. Hein, qu'on n'a pas encore découvert. En dehors de ce qui est connu, l'âge, hein, l'Afrique est jeune, comme l'Afrique est jeune, donc le jeune âge de l'Afrique, le jeune âge de la population africaine protège les Africains contre le coronavirus. Ça, c'est connu, c'est démontré, c'est non discutable, c'est établi, c'est comme ça. Maintenant, en dehors de ce qui n'est pas connu, premier élément, moi je vois dans notre alimentation, il doit y avoir des choses qui nous protègent. Quoi qui nous protège dans notre alimentation? Je n'ai pas de réponse. Il appartient à nos sociétés de chercher, de découvrir qu'est-ce qui nous protège dans notre alimentation. Je ne vais pas dire qu'il y a des choses qui nous protègent dans notre alimentation. Première chose, l'alimentation. Deuxième chose, probablement notre mode de vie. Vous savez, l'Africain, nous vivons dehors. Et nous allons, généralement dans la maison, c'est pour dormir. Mais on vit dehors. Contrairement à l'Occident où on vit à l'intérieur. Donc nous avons développé une certaine défense par rapport au fait que nous nous sommes déjà adaptés à être dans un milieu où peut circuler le virus, où peut circuler plusieurs maladies, même comme les vers intestinaux qui se développent dans nous. Donc tout cela a fait de nous... c'est possible hein, que le nombre d'antigènes auxquels nous, Africains, on est exposés, quelque part, n'est pas toujours une mauvaise chose. Hein, on est exposé dès le jeune âge, quelque part, n'est pas toujours une mauvaise chose. Mais je ne pense pas que cela joue dans le cas du coronavirus. Quand je viens, on vit dehors, ça veut dire, à l'intérieur, la concentration des virus peut être très importante.
c'est qui augmente le risque de contamination. Or, dehors, l'air circule, la concentration des virus dans l'air diminue fortement, et comme elle diminue fortement, le risque d'être contaminé diminue aussi sensiblement. Alors, comme nous vivons dehors, où il y a une faible concentration virale parce que l'air circule, contrairement à ceux qui vivent à l'intérieur où l'air ne circule pas suffisamment, la concentration virale elle est très importante, donc ils se contaminent plus facilement eux que nous qui vivons dehors. Deuxième chose, et voilà, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de notre mode de vie, et on a parlé de la jeunesse, le jeune âge. La liste n'est pas exhaustive. Il y a probablement aussi d'autres facteurs qui nous protègent, qui sont nombreux. Il appartient maintenant à ce que nous, on comprenne lesquels et comment est-ce qu'on peut les exploiter pour que la solution par rapport à ce coronavirus soit, peut-être pour la première fois, qu'il y ait une solution africaine par rapport à une pandémie. Hein? Et ça, une parenthèse, c'est là où j'ai dit dans une émission que les Africains sont en train de rater une occasion d'entrer dans l'histoire, parce que pour moi, nous avons la possibilité de vaincre cette maladie, pas l'Occident, mais nous. Alors c'est ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Je reste convaincu qu'on a cette possibilité, qu'on a cette capacité de vaincre cette maladie. Et malheureusement, probablement que nous sommes en train de passer à côté parce que on est trop en train de copier. Ok, on a dit confinement, on dit confinement. On a dit couvre-feu, on met couvre-feu. On a dit fermer les frontières là-bas, on dit on ferme les frontières aussi chez nous. On a dit test à l'aéroport, on dit faire test à l'aéroport aussi chez nous. Mais derrière tout ça, voilà, ce sont des décisions qu'on prend parce que bon, on veut être des bons élèves, parce que l'Occident a fait... On fait plaisir à l'Occident. Exactement, on cherche un peu à faire plaisir, mais nous devons développer cette capacité d'avoir des solutions locales. Le problème, il est là, voici notre milieu de vie, voici nos réalités. Comment, avec nos réalités, nous pouvons proposer des solutions à notre problème en vivant dans nos réalités. C'est à cela que moi je nous encourage, je ne m'exclus pas, je nous encourage à aller de ce côté-là. Peut-être qu'en dehors de ce que moi je viens de dire ici, il y a probablement des gens dans notre pharmacopée qui ont la capacité de nous proposer parmi nos plantes médicinales, Dieu seul sait combien il y en a chez nous, ici en Afrique et ici au Congo, Dieu seul sait combien il y en a parmi nos plantes médicinales. Est-ce qu'il n'y a pas une plante qui est capable de nous arrêter cette affaire-là? Je reste persuadé qu'il y en a. Mais pour le savoir, il faut d'abord être convaincu de ça, arrêter de singer et commencer à travailler dans cette direction-là. Et bien sûr, ce ne sont pas des choses qu'on y pense le matin, on a la solution le soir. Ça demande un investissement. D'abord, ça demande une volonté et puis un soutien important sur le plan financier pour, et comme j'ai toujours dit, ce n'est pas un problème de moyens, c'est d'abord un problème de vision, c'est un problème de volonté, et les moyens, on peut les créer. Mais il faut d'abord qu'on ait une vision, qu'on ait une volonté, et puis les moyens, on sait toujours les fabriquer, les moyens, on sait les créer, les moyens, mais il faut qu'il y ait au départ cette vision, cette volonté. Professeur, c'est la première fois où quelqu'un me parle de cette façon. Depuis qu'on est là, on ne fait que nous donner des statistiques sur le Covid. On n'explique pas comme ça. La dernière fois qu'on a posé la question, je ne cite pas les noms, mais pourquoi il n'y a pas de mort là-bas? Pourquoi il n'y a pas? On dit vous buvez beaucoup d'eau. C'est la réponse qu'on nous a donnée. Mais imaginez ce que vous venez d'expliquer, vous l'expliquez à Lingala. Dans chaque foyer, nous avons ça pour écouter. Nos télévisions n'ont que la musique qui passe, le théâtre. Des choses comme ça, ça ne s'explique pas chez nous. Ce que vous venez développer reste ce que vous connaissez, vous les médecins et professeurs. Et vous pensez que c'est à vous. Mais si vous nous expliquez, nous, vous faites une équipe pour voir, généralement les Congolais mangent quoi en commun? Moi je pourrais citer, il y a le pondou, il y a le foufou à Massangu, le foufou à Magnon, il y a le matembele, il y a ce qui est commun à nous. Vous voyez? Alors, il y a la possibilité avec la recherche scientifique, commencer à voir tout ça, parce que j'ai vu certaines histoires, on voyait les singes, ce qu'ils mangent, l'homme mange aussi. Et c'est de là que partent beaucoup de découvertes.
On a vu aussi d'autres thérapies qui sont venues du fait que les chiens ont mangé ceci. Nos ancêtres, hein, moi j'ai vécu avec ces gens-là, ils vous disent non, ça c'est bon. Vous pouvez utiliser comme ça. Nous avons été boutés de ce monde-là, cet univers. Quand on vous dit Tokisama Sindaoy, au moment du verre, Zalana Katikati, c'est ça la dose. Mais on nous a prêché ici qu'il ne faut pas prendre. Vos trucs n'ont pas de dose. Vous ne voyez pas que vous, les scientifiques, vous n'avez pas accompli votre mission. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Je suis d'accord avec vous. Les scientifiques, nous, moi y compris, hein, les scientifiques congolais, africains, dans la majorité des cas, à quelques exceptions près, on n'est pas là pour, malheureusement, chercher des solutions à nos problèmes, résoudre nos problèmes avec nos solutions locales. On est là, malheureusement, pour un peu singer ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est un. De deux, j'en croise beaucoup, hein, tu dis, non, c'est très compliqué pour que le bas peuple comprenne. Justement, ça le rôle d'un scientifique. Ce n'est pas celui qui parle des mots compliqués, des mots savants pour paraître savant, qui est un bon scientifique. Non, c'est celui qui est capable de transformer ces mots savants, de les simplifier, de sorte que sa grand-mère qui ne sait ni lire ni écrire soit capable de comprendre le message. Ça, c'est celui-là le vrai scientifique. C'est celui-là le vrai intellectuel. Et pas celui qui vient, qui épate avec des mots savants, des mots compliqués pour impressionner. Non, c'est pas ça. Et c'est de ce côté-là que nous, on doit vraiment travailler, nous scientifiques africains, congolais en particulier, d'abord de simplifier, parce que tout le monde n'est pas obligé de faire l'université. Et même quand on fait l'université, on peut être spécialiste en tout. Mais nous devons être capables d'expliquer à la grand-mère qui ne sait pas lire ni écrire, ça veut dire quoi ce mot savant médical? Ça veut dire quoi ce mot savant ingénieur? Ça veut dire quoi ce mot savant juridique? Dans son langage à lui. Moi, un de mes encadreurs en Belgique me disait toujours, avant d'aller donner cours, je me rassure, est-ce que c'est un cours d'immunologie, c'est parmi les cours les plus compliqués. Je me rassure, est-ce que ma grand-mère est capable de comprendre? Si ma grand-mère comprend, donc les étudiants vont comprendre. Sa grand-mère n'a aucune notion de ce que c'est que la médecine, ce que c'est que l'immunologie. Mais je dois lui expliquer. Si ma grand-mère comprend, les étudiants doivent comprendre. Mais nous, généralement, quand on arrive devant les étudiants, c'est on veut épater. Alors on utilise des mots savants, probablement que nous-mêmes on ne connaît pas, mais parce qu'il faut épater, voilà. Et on est resté dans ça. Donc le bon scientifique, c'est celui qui vient, qui impressionne, qui épate. Non. Un bon scientifique doit être celui qui est capable de simplifier. Nous devons simplifier les choses. Quand les gens comprennent, ça devient facile de les gérer, ça devient facile de collaborer avec eux, ça devient facile qu'ils vous comprennent, qu'ils comprennent vos décisions, qu'ils comprennent vos orientations. Mais quand les gens ne comprennent pas, ça devient, on est en train de nous imposer. Et généralement, quand il y a une imposition, le réflexe immédiat, naturel, c'est qu'ils ne comprennent pas. Parce que nous, on arrive, on pense que parce que nous avons été à l'université, on est devenu petit frère de Dieu, parce qu'on est professeur d'université, on est devenu petit frère de Dieu, parce qu'on est docteur, on est ingénieur, on est devenu petit frère de Dieu. Mes amis, ces choses-là, ce ne sont que des grades, ce ne sont que des titres. Ce ne sont que des titres. Ce qui est important, c'est quelle solution tu as apportée dans ta communauté avec ton grade. Quelle solution tu as apportée dans ta communauté avec ton titre. Quelle solution tu as apportée dans ta communauté avec ta connaissance. C'est cela qui doit être notre souci de tous les jours. Et pas le souci de se faire appeler docteur, de se faire appeler professeur et d'impressionner. Mais celui plutôt de simplifier les choses et de proposer des solutions. Parce que c'est comme ça que les autres... Vous savez, Fleming, il ne s'est pas réveillé un matin pour dire « j'ai envie d'inventer un antibiotique ». Non, écoute, il a vu qu'il y a des plaies, les gens meurent, pour moi qu'il y a un microbe. Mais comment est-ce que je fais pour arrêter ces plaies surinfectées? Comment est-ce que je fais pour résoudre ce problème? Voilà comment il a découvert l'antibiotique. Il n'a pas découvert parce qu'il faisait une recherche pour le plaisir de faire la recherche. Pourquoi il meurt? Pourquoi ça se surinfecte? Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter la surinfection? Oui. En arrêtant d'avoir été les morts? Oui. Alors comment on arrête la surinfection? En proposant tel principe actif. Et puis,
des années en train de réfléchir là-dessus parce que le problème réside dans la société. Un jour, la connexion s'est établie. Hein, le Wi-Fi dont j'ai donné tout à l'heure l'exemple, la connexion, parce que les solutions existent. La grandeur de Dieu, c'est de créer et de cacher. Et la grandeur de l'homme, c'est de chercher et de trouver. Mais là, c'est super. La grandeur de Dieu, c'est de créer et cacher. Et la l'homme, grandeur de l'homme, de c'est de chercher et de trouver. Super. Les solutions existent, elles sont dans la nature. Dieu ne peut pas créer un problème sans solution. Les solutions existent. Et sa grandeur, c'est de les créer et de les cacher. Le Wi-Fi n'a pas commencé à exister aujourd'hui en 2000. Quoi. Le Wi-Fi existe depuis la nuit des temps. Mais on n'avait pas l'appareil. Exactement. On a pris, pour être en contact. Exactement. On a pris conscience qu'il existe longtemps après, mais on ne l'a pas découvert, on ne l'a pas inventé. Il a toujours été là. Et c'est ça, ce qui doit être notre but de tous les jours, nous comme scientifiques, c'est de chercher et de trouver, pas pour le plaisir de trouver, mais pour le bonheur de résoudre un problème dans notre communauté. C'est ça qui doit être notre objectif majeur dans tout ce que nous faisons. Professeur, j'ai envie de vous garder longtemps, mais je ne peux pas. C'est tellement passionnant. Pour moi, j'ai les images de Nyesure Omotunde, qui est égyptologue, qui essaie d'expliquer que les Africains connaissent Dieu depuis toujours. Ils ont des valeurs. Et quand ils parlent devant un auditoire, je me dis, Seigneur, il fallait que je sois là. Ici, tel que vous parlez, vous pouvez appeler une conférence. C'est à peine que vous avez les gens. Ou vous serez surpris de voir les amis professeurs venir vous écouter. Mais le commun des mortels. Mais à Lubumbashi où j'ai vécu, à la province Saint-Martin, il y avait ces débats-là. Nous, on était présents. Parfois, moi, on me dit, c'est un monsieur qui connaît tout. Non. J'ai été élevé comme ça. J'ai toujours cité Tchibanda Bouleboujutou, qui est en Belgique, qui avait fait les petits noirs au pays des Blancs. Lui, il donnait des conférences. Les professeurs Kalel, il a donné. Le professeur Keba Tao, il a donné. Le professeur Kilanga Moussinde. Donc, il y en avait chaque semaine. Nous, c'était... Les professeurs, donc le conférencier n'est pas encore là, la salle est pleine. Et nous, on a eu des notions comme ça. Et quand j'ai fait des émissions, vous venez de m'enseigner. Je pourrais le dire un jour plus tard, et quelqu'un va croire que non, je suis ingénieur. Non, j'ai appris quelque part. Dans notre travail de faire des émissions, on lit, on vient, on dit. On prépare une émission. Voilà. Et chez nous, les Congolais, les gens sont allergiques. La connaissance. Il veut faire savoir quoi, qu'il connaît tout. Non, je ne fais que lire et puis je vous ai apporté. Et vous aussi, vous pouvez lire et amener. Et il y a des gens qui m'écrivent, vous m'avez déjà envoyé les images, j'ai pris, j'ai écouté et j'ai commenté avant de vous faire passer. En tout cas, moi je vous dis merci. Je sens qu'il y a beaucoup de choses, surtout l'aspect connexion. C'est ce qui manque chez nous. Chaque fois que je vais dans une banque, on me demande le nom, post-nom, prénom. Je dis Kadiombo Yamba Bilonda. Non, où est le prénom? Déjà, dans son système qui a été formaté il y a longtemps, reprogrammé, les prénoms ne peuvent venir que de l'Europe. Et donc, c'est un problème partout où je passe. Alors je me dis, avançons. On est peu nombreux qui arrivent à comprendre ces choses. Un petit mot, comment vous trouvez votre grand Kassai? Parce que vous venez de là, vous avez été là pour enseigner. Qu'est-ce que vous pensez que le pouvoir en place fasse? Bon, je crois que le Grand Kassai est un peu à l'image du Grand Congo. Hein, ça veut dire... voilà, je ne vais pas faire trop de polémique, mais je crois que c'est à l'image du Congo, ça veut dire un pays à reconstruire, un pays où il faut tout faire. Hein, donc, j'ai entendu les gens, très rapidement, les gens dire, non, vous savez, il y a 2 ans, quand Kabila a donné le pouvoir à Félix, il a laissé 2 milliards ou près de 2 milliards de dollars, 1 milliard. 1 milliard de dollars en compte, et puis Félix, il a tout utilisé, maintenant on est à peine à quelques millions.
Ouais, mais c'est que les gens ne veulent pas comprendre ou refusent de comprendre. C'est que Kabila a laissé près de 2 milliards, mais il a laissé combien d'années d'arriérés à la GECAMIN? Il a laissé combien d'années d'arriérés à la SNCC? D'arriérés de salaire. Je ne parle pas de mois, mais d'années d'arriérés. Et si on payait, donc Kabila n'a rien laissé. Bien sûr, bien sûr. Combien d'années d'arriérés à l'ONATRA? Combien d'années d'arriérés à la LIBA? À la Poste. À la Poste. Les lignes aériennes congolaises. À la SNL, à la Régie des eaux. Voilà. Je ne parle pas de mois, mais d'années d'arriérés. Donc, qu'on arrête de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Donc, cet argent-là, il y a des gens qui ont 10 ans d'arriérés de salaire dans ce pays. Dans les 18 ans que Kabila a régné. M. Kabila a régné, dans ces 18 ans-là, il y a des gens qui ont 5, 10, 15 ans d'arriérés de salaire. Donc, qu'on arrête de comparer des choses incomparables. Ça, c'est un. Alors, le Kasaï, dans lequel je l'ai trouvé, comme à l'instar de tout le Congo, un pays à construire. Et qu'on arrête aussi de penser que Félix Tshisekedi doit descendre au Kasaï, doit descendre à l'Équateur, au Bandundu, au Katanga pour construire. Non, ce n'est pas le rôle d'un chef d'État d'aller construire. Le chef d'État, c'est de donner une vision, une impulsion, une orientation. Il faut que les gens travaillent à la base. Il faut que les gens... Je ne connais aucun pays qui a été construit par la prière ou construit par le FMI. J'aimerais bien en rencontrer un seul pays qu'on a construit avec la prière. On passe plus de temps à prier. Ce n'est pas mauvais de prier. Mais tu prends 10-15 minutes le matin, tu pries, le reste du temps, tu travailles. Vous savez, Albert Einstein disait, réussite, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas réussir sans transpirer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas réussir avec l'inspiration, avec la prière. Ce n'est pas possible. On prie, on a l'orientation et puis on transpire pour construire. Et c'est assez, voilà l'image un peu du Kasaï. Vraiment tout est à refaire. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a tout est à refaire. Il y a de la place pour tout le monde. Et il faut qu'on ait... je n'ai pas senti ça, c'est pas pour le critiquer, mais je n'ai pas senti une vision à la tête de ceux qui dirigent la province, une vision du genre, voici ce que je veux du Kasaï dans 15 ans. Je ne serai plus là comme gouverneur, mais j'ai besoin de 15 ans pour l'obtenir, exactement. J'ai besoin de 15 ans pour l'obtenir et je commence aujourd'hui pour que dans 15 ans, ça soit effectif. Je ne serai plus là, mais au moins dans 15 ans, ceux qui seront là vont trouver que c'est effectif. Mais il faut commencer aujourd'hui. Vous savez, et c'est peut-être très facile quand on n'est pas dedans, mais bon, je crois que même quand on est dedans, c'est toujours très facile. Pour le donner l'exemple du Kasaï, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des visions, de prendre des emprunts au niveau de toutes les banques qu'il y a au monde avec ce qu'on a dans notre sous-sol, dans notre sol. On hypothèque ça comme garantie, mais on se dit, ok, nous devons désenclaver totalement le centre du Congo en nous branchant avec l'océan. Vous avez dit, mais il n'y a pas d'océan au Kasaï, comment, docteur, vous rêvez? Non. Vous savez, on se dit, ok, on veut construire un chemin de fer qui part de Mbujimaï jusqu'en Angola. Or, on sait que l'Angola a une connexion avec l'océan. Et de l'océan, on sait faire venir de la marchandise ou sortir de la marchandise pour aller partout dans le monde, ou la faire venir de partout dans le monde très rapidement, à moins cher. Et arriver en Angola, ça prend le train, ça circule dans tout le Kasaï. Et ça va demander, on va dire, oui, mais ça demande 15 milliards. 15 milliards, est-ce qu'on les a? Mes amis, les 15 milliards là, si on a les idées et on sait où les chercher, on peut les avoir. Et d'ailleurs, souvent, ça se fait à crédit. Bien sûr, bien sûr. On ne paye jamais un train cash comme ça, non. Bien sûr. Ils ont les diamants, qu'est-ce que ça fout? Exactement. Vous faites votre programme, vous voyez si c'est les Chinois, les Coréens, les Japonais, écoutez, faites-nous un rail qui part d'ici jusque là-bas. Et voici, chaque mois, les diamants, autant de carats, on vous donne. Ou vous allez exploiter ce chemin de fer-là pendant 10 ans pour récupérer votre argent. C'est tout, c'est comme on fait avec les immeubles ici, par les Indiens. Ils arrangent, ils ont un contrat de 10 ans, et après 10 ans, ils vous laissent votre immeuble. Donc le Kasaï à l'image du Congo, beaucoup à faire, tout est à faire, et il faut que chacun... La différence entre l'ancien régime et l'actuel, c'est que maintenant, vous savez, quand vous circulez à travers le Congo maintenant,
le Kasaï particulièrement, vous sentez qu'il y a moins de tension dans la population. Il y a 3 ans, 4 ans, tu débarquais ici à Kinshasa, au Kasaï, tu sentais que les gens étaient nerveux. Les gens étaient nerveux. Donc il y avait un grand écart entre ceux qui nous dirigeaient et la population, et ça rendait les gens nerveux. Aujourd'hui, vous ne sentez pas cette tension dans les gens. Je me suis dit que peut-être ça passe dans ma tête. J'ai posé la question autour de moi, nous remarquons aussi ça, il n'y a pas de tension. On ne vit pas bien par rapport à il y a 2 ans, on n'a toujours pas d'électricité par rapport à 2 ans, mais au moins, on sait qu'à la tête du pays, on a quelqu'un qui ne peut pas nous trahir. L'espoir. Exactement, qui ne peut pas nous trahir et qui inspire l'espoir. On n'est pas bien maintenant, mais l'espoir est permis. Déjà, rien que ça, c'est déjà beaucoup. Et maintenant, il faudra que les gens profitent de cet espoir qui est à la tête du pays pour pas attendre que la tête du pays vienne faire les routes, vienne mettre la propriété dans les rues, vienne mettre la propriété dans les auditoires, mais que chacun, là où il est, fasse ce qu'il doit faire pour que les choses avancent. Et avec cet espoir qui est impulsé depuis la tête du pays, si on met les deux ensemble, voilà comment on va construire. Mais si on croise les bras, on attend, non, on attend que le gouvernement de Félix vienne, on attend que Félix vienne, je crois qu'on risque d'être déçus. On risque d'être déçus. On risque d'être déçu. Vous avez suivi le professeur Mouké Bacharala, infectiologue, professeur d'université, et puis je pourrais ajouter spiritualiste. Parce que vous sentez dans sa manière de parler, il n'a pas hésité de vous parler de la connexion. Allez-y, pensez. Et c'est très important. J'ajouterais que un chien que vous venez d'acheter quelque part, il suffit de l'appeler toujours par ce nom-là, un nouveau nom que vous donnez, black, 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 il va s'habituer et chaque fois qu'on dira black, il va venir répondre. Imaginez, vous vous faites appeler Daniel, et que Daniel, c'est un ancêtre, peut-être bandit, qui a existé, qui était meurtrier en Europe, et c'est le prénom que vous venez de prendre, à force de vous appeler Daniel, 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 vous allez vous combiner avec. Il faut y penser. Totalement. Ce n'est pas de la blague. D'ici là, portez-vous bien pour un nouveau numéro, cette fois-là, sur le plan spirituel, avec Tchovuchi Sato. Ils m'ont fouillé pendant longtemps. Cette fois-ci, on ne pourra pas trouver des excuses parce que le couvre-feu, ce n'est pas pendant la journée. N'oubliez pas de liker l'émission. Demandez aux gens de liker et abonnez-vous en plus. Car 2021 nous annonce de meilleures couleurs. Ciao. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.